Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour le point lecture du mois de décembre. Et au programme du jour, ce sont 5 livres que j'ai plus que hâte de vous présenter. Vous me suivez ? Et on va commencer avec le premier livre. Il s'agit de Les naufragés de l'île Tromelin aux éditions J'ai lu, écrit par Irène Frein, qui est une autrice que j'aime beaucoup. Pour ce roman, il faut visualiser cette île un peu difficilement géolocalisable, malmenée par les vents, isolée sur l'océan. Et c'est sur cette île, donc l'île Tromelin, que va s'échouer un navire français en 1761. Sauf que ce navire français, sa cale est remplie d'esclaves. Or, c'est un commerce qui est illégal. Par conséquent, anciens esclaves et geôliers ne vont pas avoir d'autre choix que de s'entraider sur cette île, d'une certaine façon, tout du moins, de cohabiter, ça c'est sûr en tout cas, et voilà, pour tenter de survivre le plus longtemps possible et peut-être pouvoir s'échapper de l'île en question. Il faut savoir que c'est une histoire qui est inspirée de faits réels, très très documentée. On sent vraiment que l'autrice a essayé de coller au plus près de cette réalité historique. Comme je le disais, l'autrice, je l'aime énormément. J'ai lu d'autres livres d'elle et j'avoue que celui-ci, j'ai été plutôt déçue. J'ai eu un peu plus de mal. Ça n'a pas été le coup de cœur que auquel je m'attendais. Parce qu'en réalité, c'est un roman qui est très lent. Vraiment très lent. On a toute une première partie qui va nous parler en long, en large, en travers, dans tous les sens que tu veux, de l'île, de son côté impétueux, du côté majestueux de cette île qui en fait dicte ses propres lois, mais c'est très long. C'est très long, puis en plus des fois t'as des descriptions où tu te demandes pourquoi on te parle de tortue, pourquoi on te parle de ça sur 15 lignes. Donc c'est vrai que pour démarrer l'histoire, c'est un peu compliqué. D'une certaine façon, après, je comprends aussi la volonté de l'autrice de nous planter autant ce décor, parce que finalement en fait l'île Tromelin, c'est autant un personnage que tous ceux qu'on va être amenés à suivre, les humains qu'on va être amenés à suivre dans le récit. Mais c'est vrai que c'est un peu long. Et en début de roman, c'est peut-être pas la chose la plus évidente à faire pour ne pas perdre les lecteurs en tout cas. Mais au bout du compte, c'est un roman qui a le mérite d'être vraiment documenté. On sent que l'autrice a vraiment travaillé follement pour rédiger ce livre, parce qu'elle a été même jusqu'à aller sur l'île pour s'imprégner au maximum du décor, pour s'imprégner de l'ambiance également. Et c'est là, je trouve, qu'est la force aussi du roman, c'est la qualité de l'écriture. Alors, pour le coup, ça, je ne suis absolument pas déçue parce qu'on retrouve toujours cette plume d'Irène Frein qui arrive à partir de faits documentés, de documents parfois officiels, à en faire une histoire, à vraiment créer tout un arc narratif autour et à rendre tous les propos, toutes les informations plutôt digestes, de façon à ce que nous, en tant que lecteurs, on n'est pas gênés par la quantité d'informations qu'il faut ingérer. On prend vraiment ça au fur et à mesure, sauf la partie de description de l'île où c'était pas trop le cas. Mais voilà, c'est une écriture qui arrive à faciliter l'immersion dans le roman, en tout cas à nous plonger vraiment dedans, à faire en sorte que cette lecture soit addictive. Et nous, on est un peu curieux, il y a quand même ce petit côté curieux quand on est lecteur, c'est de vouloir savoir ce qui s'est réellement passé sur l'île, quel est le drame derrière, qu'est-ce qui a pu faire que cet épisode historique déjà ne soit pas aussi connu que ça, et qu'en même temps, il ait pu intriguer autant une écrivaine. Pour ma part, donc comme je l'ai dit, c'est pas un coup de cœur. Il y a des choses qui allaient pas par rapport aux autres livres de l'autrice. Mais pour autant, on peut pas nier sa qualité. Si vous cherchez quelque chose d'historique, d'ancré dans une réalité, de documenté, avec parfois de très beaux passages poétiques qui vont nous parler de sujets ô combien essentiels comme la nature, mais aussi et surtout l'esclavage, puisque on va en parler forcément de cette évolution historique par rapport au traitement et la perception de l'esclavage. Voilà, il y a plein de thématiques comme ça qui sont abordées avec beaucoup de justesse, avec beaucoup de naturel, et donc franchement je ne peux que vous le recommander si c'est le genre de lecture qui vous tente vraiment. Par contre, si vous souhaitez découvrir l'autrice plutôt que ce roman, je vous invite davantage à vous tourner vers son précédent roman Marie Curie prend un amant et Un crime sans importance. Je recommande même plus Un crime sans importance parce qu'elle va nous parler d'un épisode beaucoup plus personnel et il y a plus d'émotions qui ressort concrètement de la lecture. Donc voilà, je ne peux que vous inviter en fait à découvrir l'autrice et son travail. Le prochain roman que je vais vous présenter, c'est Mon Grand d'Edna Ferber aux éditions Cambourakis. Et ça a été pour moi une
claque, vraiment une vraie claque. Je dirais même que c'est l'une de mes lectures préférées de 2023, donc un peu tardive quand même, parce que c'est vraiment le dernier mois de l'année, mais franchement, hyper chouette. Et pourtant, a priori, ça paye pas de mine. J'avoue que quand je l'ai pris, c'est plus par rapport à la maison d'édition, par rapport au prix en question, qu'autre chose. Donc ça a été une très très bonne surprise, donc j'ai plus que hâte de vous la présenter. Concernant l'histoire, on va se trouver donc du côté de Chicago au tout début. On va suivre Selina. Selina, c'est une jeune femme qui a tout pour plaire. Elle est promise, voilà, un grand avenir, puisque son père, il a une vie un peu décousue. Il va un peu où la chance le mène. Mais voilà, il arrive à garantir à sa fille un train de vie confortable et donc par là même un avenir tout tracé. Malheureusement, lors d'une banale rixe, où je crois même que le père n'était pas du tout impliqué dans la rixe en question, il va mourir. Et on va donc laisser Selina orpheline et livrée à elle-même. Elle va donc décider de se tourner vers la campagne, un milieu qu'elle ne connaît absolument pas, elle qui a toujours évolué dans les villes, et va se diriger spontanément vers High Prairie pour se proposer en fait en tant qu'institutrice. Il faut savoir que ce lieu, High Prairie, c'est un lieu où la communauté hollandaise s'est établie progressivement au fur et à mesure des années sans pour autant se départir de leur culture, de leurs habitudes, de leur langage, de leur dialecte, etc. Et non, c'est aussi bien à un autre mode de vie qu'à une autre culture que notre jeune Selina va devoir se confronter. Surtout que petit à petit, eh bien, elle ne va pas avoir d'autre choix que de se retrousser sévèrement les manches pour mettre la main à la pâte et en fait, petit à petit, se faire une place dans cette communauté alors que rien ne l'a prédestinée à l'intégrer. Sauf qu'on s'en rend bien compte, Selina, elle garde dans son cœur la volonté d'offrir un avenir bien meilleur à ses enfants. Et c'est tout son parcours, ainsi que celui de son fils qu'on va suivre. Le gros point fort, c'est l'écriture. J'avoue que dès les premières pages, j'ai été subjuguée par la qualité de l'écriture, les dialogues, les descriptions, les personnages. Tout est bien pensé et tout est fait pour qu'en fait on en redemande plus. Et tout ça fait que j'ai relevé un paquet de citations, franchement, il y a des phrases qui sont de purs bijoux, qui mettent vraiment les mots là où il faut pour décrire des émotions, voilà, qu'on vit tous et toutes. Enfin, c'est génial, c'est absolument génial au niveau de l'écriture. J'en ai lu des belles écritures, mais c'est vrai que celle-là, vraiment, elle sort du lot. L'enjeu majeur de ce roman, c'est surtout de montrer le mode de vie à la campagne, le travail de la terre, son importance, mais aussi sa difficulté face à un mode de vie plus confortable en ville, mais qui semble en fait un peu vain, un peu dérisoire en comparaison, vide de sens. Mais pas seulement, parce qu'on va aussi, par là même, par le personnage de Selina, interroger vraiment la place de la femme dans ces sociétés, dans cette société, dans cette façon de vivre, comment la femme est perçue par rapport aux travaux de la terre, quelle est sa fonction, quel est son rôle, et comment petit à petit, en fait, Selina peut faire la différence. Selina parvient à montrer celle qu'elle est vraiment, ce côté un peu impétueux qui la caractérise et en même temps qui nous la rend vraiment attachante. Parce que là aussi, ça a été un gros coup de cœur. Selina, c'est un personnage qu'on voit grandir. Elle arrive tout d'abord d'un milieu donc plus aisé, plus confortable, et elle a un regard très naïf sur les terres, sur ce travail de la terre. Ça fait d'ailleurs beaucoup rire les autres villageois parce qu'elle leur semble un peu déconnectée de la réalité et pour autant en fait on sent qu'elle s'implique vraiment dans ce qu'elle fait, qu'elle a à cœur de se faire une place, de se faire une place et de prouver qu'elle est capable de faire plein de choses. Et c'est vrai qu'en plus la malchance entre guillemets de l'héroïne, c'est qu'elle va être confrontée à son lot de désillusions. Même quand on sent qu'elle est potentiellement sur une bonne voie, il y a des choses qui font que la situation est au bout du compte beaucoup plus mitigée que ce qu'elle paraît. Mais du coup, ça la rend beaucoup plus sage quand elle atteint un certain âge. Elle est beaucoup plus avisée, elle a un regard, elle est beaucoup plus, marquante par sa lucidité sur les faits, par son regard très compréhensif de la situation, des enjeux auxquels elle fait face. Et ce qui m'a énormément plu dans cette lecture, c'est le traitement du lien entre mère et fils, puisque Selina va avoir un fils, mais comme elle a eu à cœur de lui garantir un avenir meilleur, elle lui a épargné pas mal d'épisodes qui forgent le caractère, qui forgent une destinée. Donc, petit à petit, en fait, un écart va se creuser entre les deux. Il y a une scission qui va apparaître entre les deux et c'est tellement intéressant, en fait, à découvrir les origines de cette scission, comment elle s'établit petit à petit et comment, quelle est la situation finale, qu'est-ce qui attend nos deux personnages principaux. Donc, plus qu'un roman sur la campagne, sur la place de la femme, un roman de réflexion sur le quotidien. Ici, on va vraiment avoir un roman qui dépeint en fait la société telle qu'elle était. Et
En ce sens, moi, ça m'a beaucoup fait penser à L'Assommoir d'Émile Zola et je l'ai vraiment, j'avais beaucoup apprécié aussi. Et celui-ci, ça a été un peu dans ce même esprit-là et j'ai beaucoup apprécié, donc je ne peux que vous le recommander. J'avais hâte de vous le présenter d'ailleurs, vraiment. Mais voilà, foncez. Le mieux que je puisse vous dire, c'est limite de ne pas regarder la 4e de couverture, de vous contenter de la vidéo où j'ai été vraiment droit à l'essentiel. Enfin, droit au but, et vraiment foncez. Vous allez rapidement de toute façon vous faire emporter par l'écriture si c'est une écriture qui matche avec votre caractère ou ce que vous aimez lire. Cette fois-ci, on s'oriente vers un registre totalement différent puisque je vous propose un peu de fantasy cette fois-ci avec Cyanime de Patricia Briggs. Le premier tome, c'est donc Masque, mais je crois qu'il y en a 4 autres. Je les ai tous lus et c'est une série que je ne peux que vous recommander. Sachant que les 2 premiers tomes de la série Cyanime sont concentrés sur les mêmes personnages, mais qu'après, c'est des histoires annexes qui tournent dans le même univers à différentes temporalités, sans pour autant que ce soit moins plaisant à lire. Franchement, j'ai adoré de bout en bout. Mais plantons un petit peu l'histoire. Alors ensuite, le personnage d'Aralorn. Aralorn, elle a une double casquette. Elle est non seulement mercenaire, mais elle est aussi une change-forme. Elle peut donc adopter la forme de n'importe quel animal selon son souhait, selon son utilité, ce qui fait d'elle quand même un atout majeur pour espionner pour le compte d'une guilde un peu secrète. Ces facultés-là, ainsi qu'une certaine sensibilité à la magie, vont faire qu'elle va être envoyée en mission dans le but de surveiller un puissant sorcier, le plus puissant sorcier entre guillemets, qui semble très louche, en tout cas qui intrigue beaucoup la guilde dont Aralorn fait partie. Sauf que dans cette mission, elle ne sera pas seule puisqu'elle est accompagnée du loup que vous voyez sur la couverture, qu'elle a tout simplement appelé Loup, mais qui est bien plus que ce qu'il prétend être. C'est un roman où vous aurez beaucoup de thématiques, donc le côté espionnage, le côté complot, secret, fantasy avec un univers qu'on découvre donc sur 4 tomes, très riche, très complet, avec une mythologie propre, donc vraiment très plaisant à lire. Une petite romance quand même pour faire passer la chose. Qu'est-ce qu'on a d'autre? De la magie aussi. Bref, voilà, un combo plutôt sympa et qui peut plaire même à des personnes qui sont pas forcément de grands lecteurs ou de grandes lectrices du genre. Parce que j'avoue, c'est que je n'en suis pas forcément une. Je suis pas une adepte des univers ultra réfléchi, ultra déployé et très complexe à saisir. Là, l'avantage, c'est que c'est donné au compte-gouttes, selon l'utilité, en fonction de ce qui se passe. C'est dispatché de façon à ce qu'on parvienne à suivre, qu'on parvienne à cerner les personnages, etc. Il y a des rappels entre chaque tome, donc ça permet aussi voilà, de toujours garder une certaine conscience de l'histoire et d'être toujours partant pour lire la suite. J'avoue que j'ai lu la plupart des livres de l'autrice, en tout cas ceux qui sont publiés en français. Je crois que le seul que j'ai pas encore lu, c'est Corbeau. Il me semble que j'ai pas lu celle-là. Mais j'aime énormément ce qu'elle fait parce qu'il y a toujours ce côté très développé de l'univers et en même temps les petites romances qui font quand même du bien, qui apportent un peu de légèreté parfois et qui sont là, en l'occurrence, bienvenue quand même. Et j'avoue que j'avais un peu peur par rapport à Mercy Thompson, qui est l'une de ses séries les plus connues. J'avais un peu peur d'être déçue et pourtant, ça a été tout l'inverse. J'ai été vraiment séduite par la qualité de cet univers, de la fantaisie qu'elle nous propose. Alors, on retrouve quand même quelques similitudes avec ce qu'elle a pu faire par le passé, parce que déjà, on a le personnage du loup, on a une Aralorn qui est un peu la femme badass, qui est plaisante à suivre, qui a une bonne répartie. On a également des tomes où il y a vraiment un arc narratif à chaque tome, un début et une fin propre. C'est-à-dire que si vous n'aimez pas ce tome-là, vous n'êtes pas obligé de suivre la suite. C'est vraiment, il y a à chaque fois une entité narrative dans chaque tome, donc c'est super. Mais j'avoue que voilà, dans cette série-là, l'univers est beaucoup plus abouti. On a, comme je l'ai dit, toute une mythologie, on a ce système de complot, de secrets, d'organisation magique, etc. qui font que tout ça mis bout à bout, on se rend compte de l'importance du travail mené en amont pour créer quelque chose qui se tient en fait, qui a une cohérence. Niveau personnage aussi, c'est très plaisant. Alors vous n'êtes pas sur des personnages fondamentalement originaux. Lou, je pense, c'est celui qui se démarque un peu plus parce qu'il a une espèce de sensibilité qui le rend plus attachant. Il est plus sur la réserve, en même temps il verse pas trop dans le côté bad boy qu'on peut parfois lire. Voilà, il y a ce petit truc qui le rend attachant face à une Aralorn avec qui il n'hésite pas à lancer des petites piques comme ça de temps en temps, ce qui fait que les dialogues sont hyper naturels, sont hyper plaisants à lire et dynamiques aussi. À noter, pour celles et ceux qui sont intéressés par cet aspect-là, c'est que la romance ne contient aucune scène sexuellement explicite.
donc vous pouvez foncer. Tout est dans le sous-entendu toujours, c'est amené avec beaucoup de douceur en plus de ça. Et surtout, ça ne prend jamais le pas sur l'intrigue générale, sur les secrets, sur le complot, etc. Donc vraiment foncez. Que vous soyez un grand fan de la fantasy, voire pas du tout. C'est, je pense, un roman qui est parfait pour commencer ou pour simplement profiter de l'imagination de l'autrice et de l'univers qu'elle nous propose. Cette fois-ci encore un tout autre registre, puisque je vous propose de découvrir La fin des hommes de Christina Sweeney Baird, je suis désolée si je le prononce mal, aux éditions Gallmeister. Alors, pour la petite anecdote, c'est un roman qui a été écrit avant l'épidémie qu'on connaît de 2019-2020, bref, l'épidémie qu'on connaît. Et pourtant, qu'est-ce qu'il est tellement sensé, qu'est-ce qu'il est tellement réaliste quand on le lit a posteriori. Enfin, c'est tellement bien ficelé, c'est tellement bien pensé que c'en est limite troublant comme lecture. Le monde qu'on nous propose de découvrir dans ce récit-là, c'est un monde où mystérieusement, une maladie a fait son apparition. Une maladie qui se propage très rapidement et qui semble surtout ne s'en prendre qu'aux hommes. C'est-à-dire que les femmes sont porteuses mais que la maladie ne leur fait strictement rien, contrairement aux hommes qui décèdent en à peine 3 jours. Toute l'histoire, elle va être racontée par des femmes, puisqu'elles sont quand même de plus en plus majoritaires dans ce monde. Et ces femmes sont un peu aux 4 coins du monde, et elles vont toutes, d'une certaine façon, nous parler de leur situation personnelle, mais en même temps de la situation mondiale. On va donc assister aux nombreuses morts qui s'enchaînent, à la panique dans les médias, à la course au vaccin, à la réorganisation de la société et bien d'autres points encore, sachant que toutes les femmes qu'on va découvrir progressivement, elles sont toutes issues de milieux sociaux et professionnels très différents, ce qui va donner vraiment une meilleure compréhension de la situation dans sa globalité. Comme je l'ai dit, c'est une lecture qui est à la fois terriblement addictive et un peu angoissante par moments, parce que c'est fou de se rendre compte à quel point l'autrice a imaginé des faits qui se sont vraiment passés qui ont vraiment été concrètement appliqués, des mesures qui ont été prises, qui se sont vérifiées dans la réalité. Bref, quand on le lit post-épidémie, évidemment que c'est une lecture qui est frappante, qui marque d'autant plus durablement en fait. On a droit à des chapitres qui sont courts, qui sont rythmés, qui font monter la tension. On sait jamais trop à quoi s'attendre en fait. On termine un chapitre et on sait pas sur qui sera le prochain personnage et qu'est-ce qu'il va advenir en fait de ce monde et des personnages, des femmes que l'on suit. Et l'écriture, c'est là toute sa force, c'est que limite elle s'efface au profit de l'histoire. L'écriture, elle va droit à l'essentiel, elle s'embarrasse pas de détails ou quoi que ce soit. Elle te décrit la situation telle que des femmes pourraient vraiment te la raconter, t'expliquer ce qui se passe dans leur existence, comment celle-ci est bouleversée. Enfin, c'est vraiment le genre de lecture qui, une fois que t'es embarqué, ça te plonge, c'est addictif, t'as envie d'en savoir plus et tu peux difficilement t'en détacher. Le seul petit bémol que j'ai eu au cours de ma lecture, c'est que justement, ces personnages, on en a limite beaucoup trop. Alors on s'y fait. C'est un point sur lequel j'insiste, c'est qu'on s'y fait au bout d'un moment. Mais c'est vrai que parfois, quand on alterne entre des personnages et qu'on retrouve certains personnages qu'on a vus au tout début du roman, c'est un peu dur de resituer comment on avait laissé le personnage, comment sa situation a pu évoluer. En fait, il faut un petit temps d'adaptation qui peut un peu freiner ce rythme qui est, comme je l'ai dit, si particulier et si envoûtant, si addictif. Mais j'insiste sur le fait que c'est vraiment quelque chose, on finit par s'y faire et c'est pas plus dérangeant que ça. Il faut un temps d'adaptation, c'est sûr, mais c'est pas comme pour l'île Tromelin ou les naufragés de l'île Tromelin où là vraiment le gros pavé du début est un peu indigeste. Là franchement, ça le fait, on finit par s'y faire en tout cas. Évidemment, et c'est là que j'attendais personnellement le roman en détour, c'est au niveau des thématiques abordées. Parce que c'est le genre de roman où tu peux aborder une multitude de sujets et en même temps te risquer à aborder des sujets qui sont pas forcément exploités en littérature ou en tout cas qui sont un peu difficiles à expliquer, à amener sans que ça verse tout de suite dans quelque chose de très politique. Et là j'insiste, c'est pas du tout le cas. Vraiment les points sont abordés de façon très fluide sans qu'on ait vraiment l'impression de lire un pamphlet ou quelque chose de fondamentalement politique. C'est vraiment amené avec douceur, naturelle, spontanéité, bref, vous voyez l'idée. Parmi ces thématiques, on va retrouver la place des femmes, les violences qui leur sont faites, le sexisme, etc. Mais les violences qui sont faites actuellement, dans le monde actuel. Et c'est d'autant plus percutant pour le lecteur de mesurer un peu les différences entre ce qui nous est proposé dans le livre et ce qu'on vit vraiment. Et en plus de ça, on va aussi nous parler du racisme, parce que le racisme est encore
est encore présent d'une certaine façon, mais ça je ne vous en dis pas trop, je vous invite à le lire. Comme je l'ai dit, c'est léger, c'est bien amené et pour autant c'est quand même appuyé par des chiffres qui, comme je l'ai dit auparavant, sont toujours d'actualité. Et voilà, ça rend la chose tellement plus marquante, tellement plus impactante. Bref, ça a été un énorme coup de cœur ce livre. Alors j'avais un peu peur au début parce que le côté un peu angoissant de cette lecture, parce que forcément on se réfère à une expérience vécue il n'y a pas si longtemps que ça, forcément j'avais un peu peur que voilà ça me freine et au bout du compte non, parce que chaque personnage, il y a quelque chose qui fait qu'on a envie d'en savoir plus sur leur histoire, sur comment elles vont évoluer et au bout du compte on est vraiment récompensé. Surtout je pense les dernières lignes de ce livre qui m'ont profondément émue. C'est pas souvent que j'ai affaire à des lignes aussi bien soignées, en tout cas des phrases aussi bien soignées pour terminer un livre. Et c'est là qu'on en mesure toute l'importance, pour vraiment refermer le livre avec, voilà, pas le sourire, mais avec du baume au cœur, tout simplement. Et j'avoue que cette fin-là, elle reste gravée dans ma tête, parce que vraiment, ça m'a marqué, ça m'a ému, ça m'a touchée profondément. Donc voilà, en ce sens, moi je ne peux que vous inviter à le lire. Alors c'est vrai que le sujet est pas facile, c'est vrai que c'est pas une expérience à laquelle on a envie de se référer peut-être tout de suite. Mais honnêtement, prenez-le comme un récit avec voilà des personnages qui sont plaisants à suivre. Ouais, prenez-le comme un récit de science-fiction, même si c'est vrai que beaucoup de faits se sont vérifiés dans la réalité. Mais pour autant, je trouverais ça dommage de s'empêcher de le lire parce que c'est un sujet qu'on a connu ou quoi. Bref. Après, je ne peux pas contrôler vos lectures, je ne peux que vous inviter à le lire et c'est ce que j'essaye de faire vivement. J'ai terminé l'année, je termine ce point lecture avec celui-ci, Le bal des folles de Victoria Mass aux éditions Le Livre de Poche. Le roman va se proposer d'attirer notre attention sur la Salpêtrière, qui est normalement un hôpital où les personnes jugées folles, majoritairement des femmes, étaient envoyées fréquemment pour tout et pour rien. Parfois à juste titre, mais souvent parce que c'était des femmes qui gênaient d'une certaine façon. Et on va suivre un épisode historique là pour le coup aussi où un bal est organisé chaque année où en fait les gens sont invités à rencontrer ces folles entre guillemets pour côtoyer de près le côté dangereux, le mystère en fait qui accompagne un peu ces femmes qui sont mises au banc de la société mais qui intrigue énormément. Évidemment, ça ne se fait pas forcément sans violence. On découvre tout ça à travers plusieurs personnages. On va voir Geneviève qui est une femme qui travaille là-bas depuis des années, qui espère avoir de la reconnaissance de la part de Charcot, qui est donc le docteur qui gère un petit peu cet hospice-là. Mais c'est un peu compliqué et on va suivre d'autres femmes qui sont là depuis un moment à différentes périodes pour différentes raisons. Parmi ces parmi ces femmes qui sont là depuis un moment, on va avoir Louise qui est un peu l'enfant d'une certaine façon, qui a un regard très naïf sur le monde, très candide. On a aussi Thérèse qui est une ancienne prostituée de mémoire qui a tenté de tuer un homme. On découvre chacune de leurs histoires, etc. et pourquoi elles sont là, comment au quotidien elles vivent la chose. Et on va suivre également Eugénie qui se retrouve là-bas parce que prise en traître d'une certaine façon, alors qu'elle confiait qu'elle voyait des fantômes. Forcément, ça diverge de la norme, de ce qu'on attend d'elle, et en l'occurrence, surtout dans son milieu. Donc elle est envoyée aussi à la Salpêtrière et elle a un regard plus neuf qui nous est raconté dans le roman. J'avoue que je m'y attendais, mais j'ai eu un coup de cœur quand même pour ce livre. Pas l'énorme coup de cœur que j'ai eu pour Mon Grand, mais je pense que j'en ai tellement entendu parler, etc., que ça a un peu atténué le côté première découverte du livre. Là, je savais que je m'orientais vers quelque chose de qualité, je m'y étais attendue et ça a été amplement vérifié. On a quelque chose qui est documenté, qui est fort, qui trouve les mots, j'ai plein de citations également, avec le genre de phrase qui fait réfléchir, qui marque et des portraits qui nous émeuvent vraiment avec des femmes qui, on comprend, sont un peu là parce que, comme je l'ai dit, elles ne correspondent pas aux normes, à ce qu'on attend d'elles, et elles se retrouvent, à devoir mener une vie enfermée. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est aussi l'ambiance générale du roman, c'est-à-dire qu'on va nous parler de plein de faits historiques, on va nous parler de décors qui sont facilement imaginables, et du coup, on est vraiment dans ce Paris des années 1885. Enfin, je veux dire, c'est facile à imaginer, c'est facile de rendre cette lecture immersive et de se projeter vraiment dans le récit qui nous est fait. L'avantage également de ce roman, c'est les personnages qu'on nous propose, c'est-à-dire qu'elles sont toutes hyper différentes. Elles ont toutes une histoire qui leur est propre, une utilité propre également. C'est-à-dire qu'on sent que l'autrice,
au moment de les concevoir, a aussi conçu leur utilité narrative. Elle y a vraiment réfléchi de façon à faire quelque chose de, voilà, d'attachant, de touchant, parce que on a forcément une personne qu'on va préférer peut-être plus dans le groupe, et du coup son destin, son sort va nous toucher beaucoup plus également. Enfin, il y a cet attachement qui se crée avec certains personnages, donc forcément ça joue beaucoup aussi sur le sentiment qu'on en a, parce que au bout du compte, chacune apporte un peu sa pierre à l'édifice, chacune dit quelque chose sur cette société, sur ce monde qui les entoure, et chacune a une trajectoire de vie, voilà, très différente qu'il est plaisant de découvrir. Évidemment, vous vous en doutez, c'est un livre qui est quand même beaucoup plus engagé que les précédents que j'ai pu vous présenter, parce qu'on va nous parler de la place de la femme et des violences notamment qui leur sont faites. Et là, ici, en l'occurrence, dans le monde médical, qui est pourtant pensé pour soigner, pour aider les autres. Et j'avoue qu'en prime, on a vraiment pas mal de surprises, de rebondissements, même si faut relativiser le rebondissement, mais en tout cas, c'est pas une lecture qui est un long fleuve tranquille, et pour autant, j'avoue que j'ai lu la bande dessinée, donc même si ça fait un petit moment, je pensais pas que j'allais être surprise par certains points, mais ça a été le cas, et du coup, franchement, ça rend la lecture d'autant plus intéressante, même si on a lu la bande dessinée. Et enfin, à nouveau, on nous prouve que soigner sa fin, soigner sa sortie, c'est hyper important pour un livre, parce que c'est le genre de livre qu'on referme avec une multitude d'émotions en soi. Enfin, c'est difficile de rester de marbre devant cette lecture, franchement. Et pourtant, celui-là, en l'occurrence, c'était pas gagné parce que la qualité générale du texte faisait que j'avais un peu peur de voir comment ça allait retomber. N'ayez crainte, franchement, c'est super. Donc, je ne peux que vous inviter à le lire, même si vous avez lu la BD, que vous ne l'ayez pas lu, que vous ayez vu le film ou quoi. Franchement, l'expérience du livre vaut le détour. Et honnêtement, j'avoue que je l'ai dévoré en une journée et que j'ai plus qu'envie de lire d'autres livres de l'autrice parce que je veux voir un peu quels sont les autres sujets auxquels elle s'est attaquée et comment son écriture s'est déployée pour servir les histoires qu'elle va nous raconter. Et bien sur ces petits mots, moi je vais vous laisser. J'espère évidemment que la vidéo vous aura plu. Je croise les doigts pour. Puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Là cette fois-ci, maintenant que je suis à jour, c'est très certainement pour le book haul et le point lecture du mois de janvier, sachant qu'il y a eu pas mal d'achats quand même au mois de janvier. Là cette fois-ci, je retrouve le rythme et je vous présenterai les achats ainsi que les pépites que j'ai pu découvrir pendant ce mois de janvier, qui ne fait que commencer, mais j'ai déjà pas mal de coups de cœur que j'ai hâte de vous présenter. Prenez soin de vous, salut!